Ok, bonjour à toutes et à tous. Si jamais vous ne me connaissez pas encore, je pense qu'il y a Mathieu notamment, parce que moi je ne t'avais jamais vu. Donc, salut Mathieu, et désolé ceux que je ne vois pas avec mon écran partagé. Du coup, moi, ça fait quelques années que je suis permanent au CABTM et je vais partir là à la fin du mois, en fait, en vrai. Et donc, je suis un peu un barjo qui aime bien utiliser des données, des chiffres et les exploiter. Donc, du coup, j'ai emmagasiné voilà, quelques compétences ces années. Donc, je vais essayer de vous transmettre ça. Bon, ça va être en 2 heures. Donc, en vrai, ça va être assez court. Ce ne sera pas assez pour que vous puissiez l'utiliser par vous-même, mais en tout cas, vous saurez où trouver, qu'on peut trouver. Euh, et puis ce qu'on peut pas exploiter. Euh, Moi, je bosse essentiellement sur la dette en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner pas mal d'exemples sur l'Afrique, mais en vrai, sauf exception, vous pourrez trouver ces données-là pour les régions que vous cherchez. Et moi, aujourd'hui, dans 90% des cas les choses que je vais vous présenter, ça concernera uniquement les données des pays du Sud, pour la simple et bonne raison que moi, je travaillais sur cette région-là d'abord, et d'autre part que c'est un peu plus compliqué pour avoir les données sur les pays du Nord. En règle générale, il n'y a pas de base de données véritable où on peut retrouver toutes les données de tous les pays du Nord. Il faut plutôt s'amuser à les chercher par pays, en fait, en règle générale. Après, il y a quelques exceptions, mais des trucs que je n'utilise pas. Par exemple, Eurostat, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que ça concerne du coup les pays de l'Union européenne. Et donc ça, moi, c'est une base de données que j'ai très, très, très peu utilisée et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais elle existe. Donc, si vous vous intéressez aux données économiques des pays de l'Union européenne, la première base de données à utiliser, c'est Eurostat. Voilà. Qui n'est pas très sexy et pas terrible à utiliser, je trouve. J'ai jamais trouvé ça très facile, mais voilà, ça, c'est la première base de données si vous voulez bosser sur les pays de l'UE. Voilà, en gros, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on va essayer de diviser ça en deux grandes parties. La première partie, en fait, ça va être un peu tous les endroits où on peut trouver des données, sauf la Banque mondiale. Et la deuxième partie, ce sera la base de données interactive de la Banque mondiale. Et donc là, je prendrai plus de temps là-dessus parce que c'est celle-ci qui est clairement la plus intéressante, euh, autant en quantité de données que dans les possibilités d'exploiter ces données-là. Si vous n'avez pas ouvert le fichier Excel que j'ai envoyé à la liste internationale hier, c'est pas grave du tout. Mais si vous l'avez fait, voilà typiquement le genre de choses qu'on peut faire avec la base de données de la Banque mondiale. Voilà, donc j'en parlerai un peu plus tard. Euh, donc, comme je vous disais au début, ça va vraiment être des infos, ça va être pas mal de sites avec des infos. Néanmoins, s'il y a une chose que je dis qui n'est pas claire ou si vous voulez savoir si on peut trouver tel ou tel type de données, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, voilà, je pense qu'on fera une mini-pause entre les deux parties, en tout cas surtout pour moi qui va parler beaucoup. Et donc peut-être que vous pourrez en profiter si vous avez des questions spécifiques. Voilà, quel type de données vous cherchez ou quoi. Donc, je pourrais les noter dans un coin et essayer de vous répondre au fur et à mesure. Voilà. C'est clair pour tout le monde, vous m'entendez bien. Je ne suis pas 20 milieux sous les mers. OK, parfait. Donc, premier site internet, Public Debt Management Network. C'est un site qui est géré par la Banque mondiale et l'OCDE. En vrai, cette page que je suis en train de vous montrer, moi, je ne vais absolument jamais dessus. Par contre, ce qui est utile, en fait, c'est de s'inscrire à la newsletter hebdomadaire. Ah oui, détail avant de commencer. J'ai préparé un document très succinct, mais donc tous les liens, tout ça, machin, vous emmerdez pas à les écrire.
je vous donnerai un document qui répertorie tout ça, quoi. Voilà, juste que vous soyez cool derrière votre écran. C'est important quand même comme détail. Et donc, voilà, il faut s'inscrire, si vous voulez des news sur la dette des pays du Sud, par pays, par région, de façon donc hebdomadaire. Ça, c'est une bonne newsletter sur laquelle il faut s'inscrire. Là, la page sur laquelle je suis, il y a le lien pour s'inscrire. En fait, il faut envoyer un mail. Voilà. Et ensuite, chaque semaine, vous aurez un bulletin comme ça dans votre boîte mail. Enfin, vous aurez le lien pour aller sur ce bulletin. Donc, c'est un petit PDF. Donc, vous voyez, c'est répertorié par pays. Donc là, par exemple, l'Inde. Rémi, Vous avez des infos sur Rémi, les obligations en cours. Ouais, Rémi, le son n'est pas excellent. Hein. Tu as un problème avec ton micro. mais c'est mieux là ou... Oui. Ok. Donc voilà, vous recevrez un bulletin hebdomadaire de ce type avec des infos par pays, par région, au niveau de la dette et plus largement au niveau des indicateurs économiques qui ont un impact sur la dette. Voilà, les limites de ce truc, c'est que voilà, vous ne pouvez pas exploiter les données. Et puis l'analyse qui est donnée est très institutionnelle, très neutre si on veut reprendre leur vocabulaire. Donc, il y a sûrement des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais néanmoins, c'est bien pour, voilà, pour pouvoir suivre de l'info facilement sans s'embêter à aller fouiner sur tout un tas de sites internet. Voilà. Donc, Public Debt Management. Vous pouvez traîner sur le site internet par ailleurs, hein, mais c'est surtout cette newsletter-là qui est intéressante. Voilà. Deuxième truc, donc là, je vous montre le site internet de Debt Justice, qui est anciennement Jubilee Debt Campaign, et donc en fait, qui est du coup la branche britannique du réseau Jubilee. Donc voilà, maintenant il s'appelle Debt Justice. Sur le site internet, vous pouvez trouver des choses diverses et variées, notamment des articles, mais au niveau des données, ce qui est assez intéressant, du coup, ils ont une base de données comme ça interactive, une map monde, où en fait, ils reprennent les données de la Banque mondiale, voire du FMI, mais essentiellement de la Banque mondiale. Vous cliquez sur un pays, et donc là, en fait, vous avez une brève analyse de la dette, de la situation d'endettement du pays, euh, en se basant sur les données de la Banque mondiale, mais avec l'analyse de Debt Justice. Donc, Debt Justice, à part au niveau des revendications, où on n'est clairement pas sur la même ligne qu'eux, par contre, au niveau de l'analyse politique, ils ont une analyse intéressante. Et donc, voilà, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de données, du coup, de façon très rapide, interactive, et ça traite à la fois la dette publique et privée, un petit peu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais de temps à autre, moi, je traîne dessus. Je ne vais pas vous dire que c'est là-dessus que je m'amuse le plus, mais ça peut être utile d'avoir un aperçu comme ça, global. Voilà. Dans la même veine, vous avez la carte interactive de Erlassiar. Donc, Erlassiar, c'est Jubilee Allemagne. Voilà, donc c'est assez similaire à ce que je vous ai présenté juste avant, si ce n'est que ça concerne que la dette publique, pas la dette privée. Voilà, vous pouvez choisir par région et puis choisir. Je viens de le découvrir à l'instant, donc je découvre en même temps que vous en fait. Mais du coup, vous pouvez choisir différents facteurs de risque. Donc là, que ce soit au niveau écologique, l'extractivisme, au niveau politique, etc. Pareil, vous cliquez vous cliquez sur un site. Donc, comme je vous dis, je le découvre en même temps que vous. Et donc là, visiblement, le Mexique, c'est que en allemand. Donc, moi, je vais essayer l'allemand. Bon, apparemment, c'est beaucoup en allemand. Si ça vous intéresse, vous irez voir par vous-même. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais je vous dis, ça existe. Et à la Sierra, il faut un autre truc qui est intéressant. Ils ont un rapport annuel qui s'appelle le Global Sovereign Debt Monitor. Et donc là, qui dresse un état des lieux de la dette des pays du Sud.
Et donc, notamment, ce qui est assez intéressant dans ce rapport, en tout cas moi, ce que j'en retiendrai, hein, vous pouvez en retenir d'autres, c'est cette carte-là qui est au début, donc qui nous indique en fait les pays qui sont en difficulté de paiement, les pays du Sud, hein, toujours, qui sont en difficulté de paiement, selon une échelle de faible à déjà en défaut de paiement. Et puis, ce qui est tout à la fin, moi, c'est ça que je retiens. À la fin, ils ont un tableau comme ça, avec un code couleur, où du coup, ils disent quelles sont les difficultés du pays en fonction de quelles variables. Donc, que ce soit service de la dette en fonction du PIB, d'autres choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils comparent leurs résultats, donc en fait, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, aux perspectives qui sont données par le FMI. Donc, par exemple, là, si je prends le Nicaragua, le FMI dit qu'en gros, ils ont un risque modéré de surendettement. Et visiblement, Air Lacia, ils ont une approche où ils considèrent qu'il y a plutôt un risque haut d'endettement ou de surendettement au Nicaragua. Voilà, moi, c'est ça que je retiendrai de ce rapport. Et après, mon avis sur Air Lacia, c'est qu'ils ont une analyse assez moyenne et des revendications très pourries. Voilà, mais ce rapport est utile. Voilà. Alors après, je passe. Donc là, vraiment, ça fait partie d'un truc, c'est une exception. Mais je vous la cite quand même. Donc là, c'est le China Africa Research Initiative, le CARI, sur l'expérience de la Chine en Afrique, tant au niveau global que par projet, par type de projet, etc. Vous avez des articles et vous avez aussi des bases de données. Voilà. Donc, je ne vais pas trop loin là-dedans. Donc, du coup, ça concerne. C'est vraiment que Chine-Afrique. C'est un site quand même qui est très utile. Bon, puisque vous êtes, enfin, je pense que vous savez tous que la Chine est devenue un créancier extrêmement important, et en particulier en Afrique. Donc, du coup, c'est un site très utile pour avoir un aperçu sur les créances de la Chine. Et je vous dis, ça peut être par pays, par région, mais ça peut être aussi peut-être plus intéressant, essayer de savoir quel projet, avec quelles conditionnalités, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Moi, je dirais que les grosses limites de ce site, c'est que, mais ils le disent eux-mêmes, ce sont des estimations. Donc, il ne faut pas forcément prendre les chiffres de but en blanc, quoi. Il faut prendre de la distance par rapport aux chiffres qu'on peut trouver. Et ce sont néanmoins des indicateurs. Et par ailleurs, même si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut critiquer le régime chinois, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait quand même partie des sites Internet qui sont utilisés pour mettre davantage de pression sur la Chine que sur d'autres pays, sur les questions de transparence, notamment au niveau de la dette. C'est aussi un outil géopolitique, Carry. Faut le prendre en compte. D'ailleurs, il me semble que c'est financé oui, voilà, par UK Aid, donc la branche britannique financement du développement. Donc voilà, très utile, mais je pense qu'il faut prendre un peu de distance parfois avec ce qui est croisé avec d'autres types de données. Et je vous montrais ça, parce que donc moi, comme je bossais sur l'Afrique, ça c'est un site que j'adorais, mais peut-être que ça existe pour d'autres régions, quoi. Et donc ça, je ne connais pas, mais c'est à vous d'explorer. Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y a China, Amérique Latine, Research Initiative, etc., etc. À vous de voir. On passe à un autre site internet. Donc celui-ci, c'est Index Mundi. Donc là, on rentre plus dans la question des données, la base de données. En fait, ça, c'est un site qui centralise d'autres bases de données. Et donc, suivant la discipline ou la région que vous cherchez, eh bien, en fait, ce site mettra à disposition des données, encore une fois, par pays, par région,
Et donc, voilà, par exemple, sur la dette, ils reprennent très clairement les données de la Banque mondiale. Et après, sur d'autres choses, euh, voilà, ils reprennent d'autres bases de données. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, je vous invite à aller voir si vous cherchez des données économiques, socio-économiques. C'est quand même un très bon site. Moi, je l'utilisais en particulier pour une chose, parce que je trouvais que c'était mieux fait qu'ailleurs, c'est l'évolution du prix des matières premières. Voilà. Donc, là, en fait, vraiment, vous avez accès à toutes les matières premières là, qui sont à gauche. Et donc, voilà, vous pouvez vraiment voir l'évolution. Vous ne pouvez pas extraire les données. Ça, c'est un peu la limite. Par contre, il me semble qu'il y a des parties interactives et donc vous pouvez regarder l'évolution de telle date à telle date, etc. Donc, par exemple, en ce moment, c'est un site, j'utilise pas que, mais ce qui se passe. Voilà. Donc, Index Mundi, cool. Dans la même veine, alors un site, je pense que ce sera le site le plus moche que je vais vous montrer de l'après-midi, c'est FXTop. Alors vraiment, ce n'est pas les rois du graphisme. En revanche, pour toutes les données monétaires, c'est super. Et donc, notamment sur tout ce qui est question d'inflation et question de devises, c'est super. Et donc, voilà, vous avez notamment une carte comme ça qui est évolutive. Et donc, en fait, vous pouvez choisir l'inflation, vous choisissez la date de début, la date de fin. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment voir très rapidement ce qui se passe, quoi. Et il me semble qu'il y a les devises aussi. Ouais, carte, c'est ça, carte mondiale, taux de change. Ouais. Donc, ça, c'est très utile aussi, carte mondiale, taux de change. Même principe. Et là, vous pouvez choisir votre devise de référence. Et donc, du coup, vous pouvez voir si les monnaies elles ont été dévaluées ou non en fonction de tel type de devise, donc l'euro, le dollar ou autre. Voilà. Donc voilà, là on n'est pas sur la dette directement, mais on est sur des choses qui impactent la dette. Et donc ce site est super pour toutes les questions monétaires. Voilà. Il y a quelques infos utiles, des petits articles aussi par-ci, par-là. Mais il est très moche. Ensuite, on en arrive au site de l'OCDE. Donc, sur l'OCDE, ce ne sera pas spécialement la dette. Par contre, vous pouvez trouver plein d'autres indicateurs économiques. Donc, voilà, vous avez tout ce qui est là. Et il y a notamment pas mal d'infos sur les questions d'aide publique au développement, sur les flux. Et notamment, ce qui peut nous intéresser, nous, c'est qu'ils font le détail des créances annulées et qui sont comptabilisées comme de l'aide publique au développement. Donc nous, ce qu'on dénonce, bien entendu, on dit qu'une annulation de dette, ce n'est pas de l'aide publique au développement. Voilà. Et donc vous pouvez l'utiliser pour ça. Pour d'autres choses, après moi, très honnêtement, mais donc ça c'est très personnel, j'aime pas du tout la base de données. Je la trouve vraiment pas facile à exploiter. Et l'autre grosse limite, c'est que vous aurez de toute façon des données que depuis les 38 pays de l'OCDE vers d'autres pays. Donc, en fait, c'est assez limité en termes de pays concernés, quoi. Mais c'est néanmoins une base de données où on peut trouver pas mal de choses. Je me souviens aussi que j'avais utilisé cette base de données, par exemple, pour voir l'évolution des taux d'imposition dans les pays occidentaux depuis des décennies. Genre de truc qui est un peu chiant à chercher, ou en tout cas, c'est rarement centralisé. Vous pouvez trouver ce type de choses. Voilà. Bon, après, il y a aussi plein de rapports sur le site de l'OCDE, mais donc là, je ne vais pas aller dans le détail. Mais en règle générale, si vous cherchez une info, par exemple, sur l'aide publique au développement, vous pouvez vous dire, tiens, je vais peut-être voir sur le site de l'OCDE s'il n'y a pas un rapport là-dessus. C'est fort probable. Voilà. Ensuite, on passe au PNUD. L'UNDP.
Alors, le PNUD, en termes de données, il n'y a pas forcément beaucoup à exploiter. Il y a néanmoins un truc qui peut être intéressant. En fait, ils ont tout un tas de données sur l'IDH et qu'ils déclinent en plusieurs autres indicateurs. Donc là, par exemple, l'indice de pauvreté multidimensionnelle, l'indice des inégalités de genre, indice de développement de genre. Il y a des choses aussi au niveau écologique. Bon, voilà, vous n'aurez pas énormément de choses vraiment intéressantes à exploiter, mais il y a aussi des choses sur la santé aussi. Vous pouvez trouver pas mal d'indicateurs sur la santé. J'avais utilisé il y a quelques temps. Et donc, les données sont montrées sous forme de graphiques interactifs. Désolé, là, ça bouge. Mais, voilà, par exemple. Donc là, je suis sur l'indice d'inégalité de genre. Voilà. Et vous pouvez extraire ces données, quoi. Donc, en fait, il faut passer par le portail que je vous ai montré juste avant, Data Center. Et là, vous pourrez avoir un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être intéressants. Mais donc là, ce n'est pas des données sur la dette, mais c'est plutôt des données socio-économiques. Voilà. Je quitte. Donc maintenant, on passe à la CNUSED. La CNUSED, vous avez cette base de données là, stat. Donc là, en fait, très clairement, c'est une base de données où vous aurez beaucoup donc, de données intéressantes pour tout ce qui est attrait au commerce et aux échanges. Donc pareil, je ne rentre pas dans le détail. Et donc, voilà, vous allez... moi, c'était ça que j'utilisais au début pour le prix des matières premières, par exemple. J'attends que je trouve Index Mundi, que je trouvais plus sympa. Mais vous avez tout un tas d'indices. Voilà, et ensuite, vous cliquez dessus. Ça apparaît de façon, enfin, dans un tableau bien moche et austère que vous pouvez télécharger et remettre dans un autre tableau moche et austère Excel et exploiter à votre convenance. Voilà. Donc maintenant, on est toujours sur la CNUSED, mais donc là, je passe à la partie rapport. Attends, Rémi. Ouais. Est-ce que c'est sur celui-là où on trouve, donc celui que tu viens de montrer avant, la dégradation des termes de l'échange? C'est bien possible. Salut Claude, je ne savais pas que tu étais connecté. Je crois quand même pas que j'allais rater ça. Je sais que tu vas me reprendre à la moindre erreur de ma part. Non, mais là, c'est juste parce que je sais que c'est quelque part dans un site comme ça et je ne l'ai pas retrouvé depuis quelque temps. Et je sais qu'il y en a un qui fait là, le chiffrage des déclarations des termes de l'échange. Je sais pas. Bon, écoute, c'est à fouiner. Ouais, je rechercherai. Mais je vais revérifier dans celui-là, oui. Ouais, merci. Je sais pas. On va éviter de perdre trop de temps, mais c'est bien possible. Donc là, je passe à la partie rapport sur la CNUSED. Au niveau de la CNUSED, vous pouvez trouver tout un tas de rapports économiques mondiaux ou régionaux, qui sont généralement des rapports annuels. Donc, bon, là, voilà, par exemple, vous avez celui du développement économique en Afrique, mais donc si vous bossez sur l'Amérique latine, sur l'Asie, sur la région MENA, etc., vous trouverez la même chose. Dedans, vous avez des tableaux, des graphiques, une analyse et souvent une bibliographie qui est intéressante aussi. Voilà. Bref, pour aller plus loin dans les sujets, je trouve qu'elles sont assez utiles, des bibliographies de la CNUSED. Voilà. Et un qui est intéressant, et je crois qu'il est assez méconnu, c'est The State of Commodity Dependence. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est un rapport dans lequel vous allez pouvoir trouver les dépendances aux importations et exportations de tous les pays, il me semble. J'ai un doute. Je ne sais plus si c'est tous les pays ou que tous les pays du Sud. Mais donc, c'est quand même très utile. Vous avez à chaque fois, en fait, c'est une page par pays. C'est vraiment une fiche analytique
où en gros, on vous donne les données essentielles, à savoir au niveau économique, quelles sont les dépendances, quels sont les risques, etc. Et franchement, c'est assez chouette. Là, en préparant cette réunion, j'ai découvert que maintenant, il y avait une carte interactive. Donc, je vous ai mis le lien également dans le document que je vous ai donné. Sinon, moi, j'utilisais plutôt le rapport. Et donc, ça, c'est un rapport qui sort tous les 2 ans. Donc là, 2021, on n'aurait pas un avant l'an prochain. Donc, juste, je vous montre parce que moi, je trouve que c'est utile. Vous avez toute une partie analyse globale. Rémi, Ouais, est-ce que tu peux pas cliquer sur un pays et qu'on essaye de comprendre attends. donc moi, je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas l'existence de ça. Et Ben voilà. C'est ce que j'étais en train de faire, d'essayer de trouver un pays. Donc là, au hasard, la Géorgie. mais prends peut-être un pays justement qui, je dirais, Égypte, par exemple, puisqu'on parle énormément de la dépendance de l'Égypte par rapport à la nourriture et par rapport aux céréales qu'elle importe de l'Ukraine et de la Russie. Ben, voilà. En tout cas, c'est tous les pays, parce que je viens de voir passer la Finlande, donc celui-ci, c'est sûr que c'est pas un pays. Je croyais que la carte était interactive, que si tu avais cliqué sur la carte, hein, sur l'Égypte, sur la carte, tu y arrivais. Ouais, mais là, en fait, la carte, je viens de la découvrir, du coup, mais je peux cliquer, D'accord. oui. Je peux retourner sur. Attends, c'est là. Et bon, ouais, il n'y a pas beaucoup d'infos comme ça. C'est aller voir, moi, je viens de la découvrir, je ne savais pas qu'elle existait, la carte interactive, j'ai découvert aujourd'hui. Par contre, ce rapport est vraiment utile, quoi. Alors, j'avais Égypte. Mais pourquoi il est parti sur Égypte? Bon, bref, on va prendre la Gambie, on ne va pas perdre trop de temps. Et donc là, vous avez tout un tas de données sous forme de fiches pour savoir voilà, quelle est la situation, importation, exportation, dépendance. Donc là, vous avez notamment Three Leading Commodity Export, donc leur dépendance aux exportations. Donc là, pour la Gambie, voilà, on est tout ce qui est sur fruits secs, tout ce qui est le poisson, et puis tout ce qui est agriculture, quoi. Voilà. Et vous avez les principaux pays d'exportation, d'importation. Ça, c'est un site, enfin, c'est un rapport, moi, je trouve très utile, surtout parce qu'il permet d'avoir une vue globale très rapidement. Voilà. Pour tout vous dire, c'était un de mes rapports préférés depuis que je suis au CADTM. Je suis déçu. Voilà. Donc la CNUSED, elle est fouinée aussi. Donc je vous ai dit, il y a des rapports régionaux, des rapports internationaux, il y a ce rapport-là. Et puis après, en fonction de l'actualité aussi, ils peuvent tout à fait décider de faire, je ne sais pas, à l'époque, ils avaient fait un rapport sur l'initiative PPTE. Il n'y a pas très longtemps, je pense, il y a un an, ils avaient fait un rapport sur la dette des pays du Sud. Donc pas de données à extraire, mais des rapports très complets. Avec une analyse où il y a à boire et à manger, parce qu'il y a la guéguerre à la CNUSED. Donc, on voit qu'il y a une petite approche critique, mais tout de suite, ça va être nuancé avec d'autres approches très institutionnelles, mais il y a des petites choses quand même intéressantes à exploiter. Alors, autre type de données. Donc là, je prends l'exemple de la Banque africaine de développement pour vous parler des banques de développement de manière générale. Donc, les banques de développement, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a énormément. Moi, je connais que celui de la Banque africaine, donc ce que je vais dire, c'est potentiellement faux pour le reste. En tout cas, pour celui de la Banque africaine, vous ne trouverez pas de données brutes à exploiter par vous-même. Par contre, vous trouverez des rapports avec beaucoup de données dedans qui sont intéressantes, des données sur la dette et des données économiques et plus encore. Donc pour l'Afrique, c'est perspectives économiques en Afrique. Faut parcourir, c'est pareil, ça sort annuellement. Vous pouvez avoir pas mal d'infos aussi sur les prêts, donc les projets, etc., qu'est-ce qui est en train d'être développé en ce moment.
Voilà. Je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais c'est quelque chose auquel il faut penser aussi quand on travaille sur une région. C'est d'aller fouiner dans les banques de développement et notamment celles auxquelles on ne pense pas, quoi. Aussi, faut aussi penser à la Banque européenne d'investissement, la BRI, j'ai oublié le nom, Banque régionale interaméricaine. Bref, tout un tas de trucs comme ça. Il y a toujours des données à exploiter. Pareil pour la Chine et tout le reste. Je ne vais pas plus loin là-dedans, mais vous pouvez trouver des infos quand même intéressantes dans les sites internet des banques de développement. Alors, du coup, là, j'en arrive au chapitre créances bilatérales. Comment connaître les créances bilatérales d'un pays? Donc là, à ma connaissance, et sauf erreur de ma part, il n'y a qu'une exception d'un pays qui publie ses créances bilatérales sur les autres. Donc d'un pays du Nord qui publie ses créances. Ce pays, c'est la France. Voilà. Et donc, il publie ça en septembre pour l'année précédente. Donc là, par exemple, celui que je vous montre, c'est le dernier. Et les créances de 2021, on les aura à la rentrée 2022. Et je ne sais plus si je l'ai ouvert. Non, ça c'est pareil. Bon, bref, vous avez juste un tableau avec les créances de la France pays par pays. Et il me semble, Claude, tu me reprends si je dis n'importe quoi, mais il me semble que les créances de la France sont distinguées en créances aide publique au développement et créances non aide publique au développement et que n'apparaissent pas dans les montants les arriérés de retard. Voilà. Absolument. Merci, Claude. Pour tous les autres pays, donc sauf erreur de ma part, mais j'avais travaillé là-dessus l'an dernier et franchement, j'avais demandé, à chaque fois j'avais la même réponse. Pour tous les autres grands pays occidentaux, si vous voulez connaître les créances, enfin leurs créances bilatérales, soit vous connaissez, soit vous avez un copain ou une copine au gouvernement du pays, voilà, qui du coup vous divulguera les infos. Par exemple, en Allemagne, ça se passe comme ça. C'est Erlacher qui a des bonnes relations avec les ministères du développement successifs. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent les créances bilatérales de l'Allemagne. Sinon, il faut faire une question parlementaire. Et par exemple, en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Quand on veut connaître les créances bilatérales de la Belgique, on est obligé de passer par une question parlementaire. Voilà. C'est assez chiant, mais voilà. Ce que je viens de vous dire, c'est à nuancer depuis 2 ans dans la mesure où désormais, avec l'initiative de suspension du service de la dette qui a été lancée par la Banque mondiale et le FMI en avril 2020, il est possible d'obtenir les créances bilatérales d'un certain nombre de pays. Et donc, c'est que sur les pays ISSD, quoi. Donc, il y en a 73 des pays. Donc, c'est assez limité. Et puis, en fait, la démarche est surtout inverse. En fait, vous allez prendre un pays SSD, par exemple la Gambie, et vous obtiendrez les créances bilatérales avec le détail des pays concernés. Mais par contre, vous ne pourrez pas avoir sur le site de la Banque mondiale les créances bilatérales de la Banque mondiale par pays. Je ne sais pas si ce que je viens de dire, c'était clair. En fait, vous pouvez les avoir que dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. Maintenant, on passe au site du Club de Paris. Donc, le Club de Paris, qui est le cartel des grands créanciers bilatéraux. Sur leur site internet, il y a 2-3 choses intéressantes à aller choper. Il y a notamment le détail des créances du Club de Paris. Donc ça, c'est publié tous les ans après les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. En mai-juin, généralement, c'est publié sur leur site internet. Et donc, tiens, c'est comme ce que je disais pour la France avant. Vous allez avoir les créances du Club de Paris en millions de dollars, hors intérêt de retard. Et ça, ce n'est pas un détail parce que des fois, ils sont énormes, ces intérêts de retard, et que c'est une conditionnalité importante pour pouvoir discuter avec le Club de Paris, à savoir régler ces intérêts de retard.
ces arriérés de retard. Voilà. La grosse limite de ça, c'est que du coup, vous avez les créances du Club de Paris sur un tas de pays, notamment des pays du Nord. Vous avez la Grèce qui n'est pas là. Par contre, la grosse limite, c'est que vous ne savez pas quels sont les grands créanciers bilatéraux derrière ça. C'est réuni sous la catégorie Club de Paris. Mais vous ne savez pas en Afghanistan combien est entre les mains des États-Unis, de la France, etc. Donc, c'est un indicateur, c'est assez limité. Et puis, par ailleurs, vous ne pouvez pas le télécharger en fichier Excel, c'est qu'en PDF. Donc, voilà, si vous voulez mettre ça dans un Excel, vous devez le Tu veux bien par descendre vous-même. vers Ukraine, s'il te plaît, Ouais, dans le tableau? ouais. Je viens de voir que sur la Grèce, c'est toujours 60 milliards. Donc, la Grèce doit toujours être le plus important débiteur du Club de Paris. Et l'Ukraine, c'est donc… ouais. C'est 4 milliards 700 millions C'est ça, ouais. de dollars. Ouais. Voilà. Après, là, il y a le Vietnam là, qui est assez Ouais, qui est important, oui. Bon, bref, on ne va pas tout faire, mais voilà. Autre chose qui est intéressant à choper sur le site du Club de Paris, vous pouvez avoir le détail, alors entre guillemets le détail, on est en train de parler du Club de Paris, de tous les accords signés entre un pays débiteur et le Club de Paris. Vous cherchez le pays débiteur, vous cherchez le créancier, le type de traitement, donc l'initiative PTE, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail, c'est tout un jargon. Vous cliquez sur le pays, sinon il y a toute la liste qui apparaît par défaut en dessous. Hop, vous cliquez sur un pays. 15 juillet 2021, le Soudan. Et donc là, vous avez un détail très succinct de l'accord entre le Soudan et le Club de Paris du 15 juillet 2021. Voilà. Et tout ça, tout ce qui apparaît là, normalement, c'est répertorié dans le communiqué du Club de Paris. C'est à peu près ça. Voilà. Et sur le site du Club de Paris, l'autre chose qui peut être intéressante, mais donc là, il faut s'inscrire à la newsletter pour ne pas s'embêter et aller sur ce site régulièrement. C'est de recevoir les communiqués en fait, du Club de Paris. Donc, vous aurez notamment des communiqués sur le traitement de la dette, mais vous pouvez aussi avoir les communiqués sur les prochaines réunions du Club de Paris, et notamment avec les créanciers privés. Et là, je parle de l'IIF, dont je vais parler juste après. Voilà les grosses limites de ce site. Comme je vous disais, les données, on ne peut pas les extraire. Et par ailleurs, donc avec Claude, on a beaucoup bossé là-dessus, mais donc sous couvert de transparence, qui est une des grandes critiques, un des gros problèmes du Club de Paris. En fait, c'est l'opacité la plus complète sur ce site Internet. Donc, vous allez avoir beaucoup de données disponibles, sauf que vous allez être extrêmement frustré par le peu de détails qu'il y aura dans ces données. Vous allez dire, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse, et bien sûr, c'est ça qui m'écrit. Voilà, mais c'est quand même un site sur lequel on peut aller fouiner. Pour répondre à Eric, les chiffres qui étaient filés, là, c'était ce fin 2020. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas changé, les 60 milliards. Par contre, ils viennent d'envoyer, il y a quelques jours, les chiffres 2021. J'ai dû si je ne me suis pas trompé, j'ai dû les joindre à mon dernier envoi. D'accord. C'est marrant, ils ne sont pas encore sur le site Internet, du coup. Et donc, voilà, d'où l'utilité de s'inscrire à la newsletter comme Claude. Vous aurez les infos du Club de Paris avant tout le monde. Oui, moi, ils m'écrivent. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Maintenant, on passe à l'IIF, l'Institute of International Finance, qui est un peu donc le pendant privé du Club de Paris. Il y a le Club de Paris il y a le Club de Paris pour les créanciers bilatéraux. Il y a le Club de Londres qui rassemble toutes les banques privées. Et puis, comme
l'économie s'est financiarisée, le Club de Londres a été un peu dépassé. Et maintenant, ce club existe toujours, mais il y a autre chose qui a été créé, c'est l'IF, Institute of International Plus, les fonds d'investissement et autres C'est l'inverse, en assureurs fait, privés, etc. Rémi. L'IF existait avant le Club de Londres. Ah bon? Ouais, Ah l'IF, d'accord. c'est très vieux. Et le Ah Club de bah, Londres autant pour a moi. complètement ralenti ses activités. Quasiment, on n'en entend plus parler. Ils ont relancé l'IF. Mais l'IF a été créé avant le Club de Londres. D'accord. Bon, eh bien, merci Claude. Du coup, sur l'IF, vous n'aurez pas de données à exploiter. Par contre, vous pouvez trouver quelques rapports par-ci, par-là, qui peuvent être intéressants du coup, sur les risques des créanciers privés ou des choses comme ça. Donc, c'est des infos sur les créanciers privés par les créanciers privés. Donc, forcément, quand vous allez lire ça, vous n'allez pas être d'accord du tout, mais vous avez quelques infos intéressantes à aller choper par-ci, par-là. Donc, quand vous voulez bosser sur un créancier privé, ça vaut toujours le coup d'y faire un détour. Après, il y a pas mal d'infos qui sont pas accessibles gratuitement, mais vous pouvez toujours aller y faire un tour. En tout cas, voilà, vous savez que ça existe. Voilà, 15h47, bah c'est parfait. Donc là, on va terminer la première partie sur le FMI. Donc, juste là, je prends ma petite fiche par contre. Donc, sur le FMI, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, donc partie base de données du FMI. Donc le FMI dispose d'une énorme base de données, ou plutôt de plusieurs énormes bases de données que vous pourrez trouver dans Data. Voilà, comme son nom l'indique. Et donc ensuite, c'est un peu à vous d'aller fouiner. Je ne vais pas être très long sur cette partie-là, parce que moi, je trouve que ce n'est pas du tout évident d'utiliser la base de données du FMI et plus largement le site du FMI. J'ai l'impression que tout est fait pour que les données soient là et qu'on ne puisse pas les critiquer à ce niveau-là, mais que tout est fait dans le même temps, que ce soit absolument imbuvable et donc soit difficile à traiter. Chercher des données. Le gros avantage du site du FMI, comparé à tout ce que je vous ai présenté avant et ce que je vous présenterai après avec la Banque mondiale, c'est que le FMI dispose de données sur les pays du Nord, sur la dette notamment, mais sur tout un tas d'autres choses. Et donc, c'est un site, c'est une base de données sur laquelle il faut traîner, prendre son temps et essayer de ne pas s'énerver. Et voilà, vous devriez trouver des choses intéressantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Ceci étant, toutes les données que vous allez trouver dans la base de données se retrouvent de façon non interactive dans des rapports que je vais vous présenter juste après. Voilà. Et je voulais, si jamais ça vous intéresse, ouais. Vous pouvez notamment, pareil, hein, je vous ai mis le lien dans le document que je vous enverrai, et vous pouvez avoir accès à la liste de tous les pays qui ont actuellement un accord de financement avec le FMI, avec le type d'accord et les conditionnalités qui vont avec. Après, c'est aller fouiner dans tout le lexique du FMI pour savoir qu'est-ce que c'est un SBA, qu'est-ce que c'est un EFF, quelles sont les conditionnalités, pourquoi, comment, pour quel type de pays, etc. Et donc, vous avez les montants, ce qui a déjà été donné, quelles sont les prochaines échéances, etc., de remboursement. Donc ça peut être assez utile. Et puis, il me semble que non, c'est pas ici. Ça, vous ne pouvez pas extraire. Si, vous pouvez extraire ces données-là en fichier TSV. Voilà. Et il me semble
Oui, donc ce qu'il faut faire attention avec le FMI, c'est que les 3/4 du temps, les montants indiqués sont en SDR. Donc, c'est la devise du FMI. Donc, il faut les convertir ensuite dans la devise qui vous intéresse. Voilà. Et du coup, ça, c'est une petite page qui est intéressante pour savoir quel pays est suivi actuellement par le FMI. Et vous voyez qu'il y en a une ribambelle. Hein. Je pense qu'il y en a bien une cinquantaine. On ne va pas les compter, mais ils ont repris du poil de la bête depuis 2007-2008, les coquins. Donc, autre chose sur le FMI, donc, comme je vous disais, c'est les rapports. En fait, il y a des rapports qui sortent 2 fois par an et qui sont vachement utiles si on cherche plein de données. Hein. Sinon, c'est assez barbant. Un type de rapport. Il y a les World Economic Outlook et les Regional Economic Outlook, donc perspective économique mondiale, perspective économique régionale. Voilà, du coup, vous avez un super beau rapport du FMI, 175 pages pour celui-ci, donc vous savez que vous allez vous accrocher. Mais voilà, vous avez tout un tas de données intéressantes au niveau économique et financier. Et puis, il me semble que tout à la fin, comme souvent dans ces rapports-là, vous avez des pages et des pages de tableaux. Voilà. Qu'on n'a pas très envie de regarder, mais qu'au final, on se dit, ah ouais, quand même, c'était utile de voir cette petite ligne-là et la petite note de bas de page. Voilà, donc bon courage avec ça, mais quand même des rapports très importants. Bien sûr, on ne les lit pas avant d'aller se coucher, mais des rapports très importants par rapport à la quantité de données disponibles. Voilà. Ah oui, et l'autre rapport, il faudrait encore plus de données financières, le Global Financial Stability Report. Et lui, j'ai un doute si c'est un rapport annuel ou biannuel. Et donc, ouais, le biannuel avec le FMI et la Banque mondiale, en fait, ça veut dire après les réunions de printemps et après les réunions annuelles. Donc, les réunions de printemps, c'est toujours fin avril, sauf Covid. Et les réunions annuelles, c'est toujours fin octobre. Voilà. Donc, en règle générale, c'est les 2 moments où il faut aller checker ces sites internet-là, parce qu'il y a beaucoup d'actu qui arrivent dans ce coup. Vous trouverez aussi sur le site du FMI les fameux communiqués de Kristalina, George Leva, où vous pourrez choper quelques petites phrases sympas à exploiter dans vos articles plus tard, tellement vous serez outré par la nature des déclarations. Un autre, alors là, c'est un lien qui ne change jamais. Et donc, sur cette liste apparaît tous les pays qui, selon le FMI, sont en situation faible, modérée, importante ou en situation de surendettement. Voilà. Donc, comme je vous disais, cette liste, elle est actualisée 2 fois par an, réunion printemps, réunion annuelle. Les limites, une première très pratique, c'est que le lien Internet ne change jamais. Mais du coup, ça veut dire, donc ça apparaît sous un format PDF, mais donc de façon très pratique, ça veut dire que si vous consultez ça régulièrement et que vous voulez conserver un historique, il faut que vous téléchargiez à chaque fois la feuille, parce que quand vous retournerez sur cette page-là, vous ne pourrez pas voir l'évolution. Donc là, par exemple, c'est la page du 31 mai 2022. Là, je suis incapable de vous montrer la page du 30 novembre 2021, parce qu'elle a disparu tout simplement. Donc, si vous voulez faire un suivi, c'est une limite très pratico-pratique. Les autres limites, c'est que ça ne sont pas tous les pays du Sud qui sont répertoriés, mais seulement les pays qui peuvent bénéficier du fonds PRGT du FMI. Donc, potentiellement, il y a plein de pays du Sud qui sont en difficulté de paiement qui n'apparaissent pas dans cette liste. Enfin, dernière limite et non des moindres, c'est les pays en difficulté de paiement selon le FMI et l'analyse du FMI. Et donc l'analyse du FMI, dans ce cas présent, elle repose sur le DSA, Development Sustainability Analysis, avec un super accent. Et donc le DSA, il est
il est imbuvable, quoi, hein. C'est vraiment une définition de la soutenabilité de la dette purement financière. Rien d'autre qui rentre en compte lorsque le FMI décide de la soutenabilité d'un pays. Donc voilà, c'est une page très utile pour avoir un aperçu très rapide, mais derrière. Et donc par exemple, au tout début, là, je vous montrais le rapport de Erlaciar, je ne sais pas si vous vous souvenez, et tout à la fin, je vous montrais le tableau et je vous disais, vous voyez, il compare telle et telle valeur avec le DSA du FMI. Et bien, c'est ça, en fait. Il compare avec ça. Voilà. Donc maintenant, on est toujours sur le site du FMI, mais donc là, on est sur la partie pays. Donc, ce qui est intéressant avec le site du FMI, c'est que vous pouvez avoir des rapports par pays. Et donc, ce sera surtout des rapports économiques, mais ça va un peu plus loin. Et sur la question de la dette, nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'article 4. Donc, voilà, vous êtes sur la page pays, vous prenez le pays que vous voulez. Donc là, je prends l'Algérie, qui n'est d'ailleurs pas un bon choix pour le FMI, pour un site du FMI. Donc, je vais changer. Parce que l'Algérie et le FMI ne sont pas trop copains-copains. Un autre pays, je vais prendre l'Angola, qui eux sont pas trop copains, mais ils se sont fait serrer par la patrouille. Donc voilà, vous arrivez sur la page de l'Angola. Vous avez un bref résumé à the glance. Encore un autre résumé en dessous. Et ensuite, toutes les infos du FMI sur l'Angola. Alors, soit sur l'Angola spécifiquement, soit il parle de l'Angola dans un communiqué plus large. Donc là, par exemple, sur la bonne gouvernance en Afrique subsaharienne, un truc où on doit bien se marrer quand on le lit, rien qu'à voir le titre. Voilà, après, vous pouvez filtrer et du coup chercher ce que vous voulez. Et donc, par exemple, là, vous avez article 4. Voilà, et vous cliquez sur l'article 4 et donc tous les articles 4 vont apparaître. Sinon, l'article 4, il est aussi au tout début. Article 4, report. Donc là, c'est bien parce qu'il est récent, 18 janvier 2022. Cliquez dessus. Hop. We download. Donc là, vous avez le rapport pays du FMI sur l'Angola du 18 janvier 2022. Et puis, quand vous descendez, en règle générale, il me semble que c'est la dernière partie du document. Là, je vais un peu avoir du mal à l'atteindre comme ça, sauf gros coup de chance. Mais bon, bref, là, on est dans la partie article 4. Et donc là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur la dette du pays en graphique, mais aussi dans le texte, quoi. Et ça, c'est assez intéressant. Pas que vous allez adorer lire ça, mais vous allez pouvoir en tirer pas mal d'informations. Voilà. Je vais montrer. Mais donc, article 4, ouais, vraiment, sur la dette, ça, il faut le noter quelque part. C'est très important, quoi. Ok, je crois que je vais vous montrer un autre lien sur le FMI. Ok. Non, 16 heures, j'ai terminé. Donc, je dirais juste dernière limite par rapport à tout ce que je vous ai montré sur le FMI. Et donc, ça, c'est à garder en tête toujours, quoi. C'est l'analyse du FMI, quoi. Donc, vous allez lire des trucs qui vont vous surprendre quand même. Et prendre en compte également que pour bon nombre de pays, les rapports pays et les articles 4, normalement, c'est censé être écrit conjointement avec le représentant du ministère de l'économie ou des finances du pays. Et très souvent, c'est le FMI qui l'écrit lui-même. Attends. Voilà.
deux trucs sur le FMI en plus. Si vous voulez, si à un moment donné, une crise dans un pays particulier, je pense à l'Argentine aujourd'hui, par exemple, ou au Soudan, il peut d'abord être très rigolo d'aller regarder les retranscriptions de la conférence de presse qui doit être quinzomadaire, je crois, à Washington, parce que vous avez le chargé de communication du FMI qui répond à toujours les mêmes journalistes, et, et là, il va apporter des réponses un petit peu plus concrètes et actualisées sur les négociations entre le FMI et les pays qui sont à ce moment-là en train de négocier. Et de temps en temps, on tombe sur des infos intéressantes, et surtout, ils se lâchent un peu puisqu'ils sont entre eux, c'est toujours les mêmes, etc. Et puis, j'ai oublié le deuxième, donc c'est pas grave. Merci, Claude. Donc, moi, là, je m'arrête un petit peu. Donc, je ne sais pas si… Après on passe à la partie Banque mondiale où je vous donnerai des rapports utiles, des liens utiles. Et ensuite, on arrive vraiment sur la partie base de données. Voilà. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Est-ce qu'on ne ferait pas une pause? Bon, moi, ça me va. Hein. Petite pause café. Moi, si vous voulez, j'avais juste une part de questions. T'as pas mentionné la banque de données de la Banque centrale européenne. Ouais. Qui, je crois, est pas trop mal, non? Il me semble que tu l'as pas mentionné. Et alors, elle est peut-être un peu technique, donc je crois que tu as mentionné celle du BIS, non? De la Banque internationale des règlements. Avant, c'était Claude qui renvoyait tous les trimestres les statistiques sur un papier qu'il fallait recopier. Maintenant, je crois qu'ils ont une base de données. Alors, ça n'a pas l'air terrible, je viens de voir. Et je crois quand même que, juste pour mentionner, il y a la banque de données de la FAO. Je crois qu'elle était quand même pas trop mal. Et voilà. FAO-Stat, c'est vraiment… Si vous travaillez sur les questions agricoles et d'échanges internationaux sur les produits agricoles, FAO-Stat, en plus, elle est hyper bien faite et très pratique. Bon, enfin, moi, comme ils l'ont changé il y a quelques années, j'arrive pas à m'y retrouver, mais j'aimais bien avant. On se réadapte assez bien. Ouais. Ouais. Donc, je voulais dire ça. Et après, pour ceux qui parlent de dette écologique, dette climatique, moi, dernièrement, je suis tombé, j'ai regardé vite fait la banque de données du Shift Project. C'est une ONG française qui bosse sur ça. Et je crois que c'est pas trop mal. Donc, c'est plus sur les questions énergétiques et donc émissions et trucs comme ça. Mais c'est pas trop mal fait. On peut pas trop s'y perdre vu que c'est pas exhaustif, mais je crois que c'est pas trop exhaustif, mais bon. Voilà. C'était juste ça. Merci Olivier pour tous ces compléments très utiles. Voilà. C'est juste que moi, je ne les utilisais pas, donc ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais effectivement, si on bosse sur ces questions-là, c'est très important. Alors, donc là, maintenant, on va parler que de la Banque mondiale. Donc, tout ce que je vais dire maintenant à propos de tout ce que je vais dire après, ce qu'il faut retenir avec la Banque mondiale, c'est que donc on a des données que pour les pays du Sud, les pays en développement. Vous n'aurez pas de données en dehors de ces pays-là. Ça, c'est la grosse limite de la Banque mondiale. En plus de son analyse. Voilà, donc, vous pouvez avoir des rapports donc, régionaux. Pour l'Afrique, un rapport annuel, d'ailleurs, non, il me semble que c'est un biannuel aussi, Africa Pulse. Donc, pareil, je ne rentre pas dans le détail. Si vous bossez sur une autre région, je ne sais pas comment il s'appelle le rapport de l'autre région, mais vous en trouverez un. Et donc, sur des rapports comme tous les autres, avec de l'analyse, des graphiques, des tableaux, avec à boire et à manger. Donc, voilà, il faut en connaître l'existence. Ils ont de l'utilité, mais voilà. Et il y a les résumés aussi. Si vous voulez vous éviter de tout vous taper, vous pouvez faire les résumés, puis après passer en diagonale le rapport complet en vous intéressant qu'au tableau, au graphique. Et c'est déjà pas mal.
Vous avez... J'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui se sont fermés. Ouais. Vous avez aussi des rapports thématiques. Et donc, voilà, encore une fois, après, c'est à vous d'aller chercher. Et donc, par exemple, là, en 2021, vous avez un rapport exclusivement consacré à la question de la dette. Ils n'en font pas un tous les ans. Et donc là, par exemple, vous avez un rapport complet sur la dette des pays du Sud de la Banque mondiale. Voilà, un autre truc que vous pouvez trouver sur le site de la Banque mondiale. Et alors là, c'est le site de la Banque mondiale, mais ensuite, c'est via ses filiales. Parce que du coup, il y a l'AID, il y a la Bird, il y a MIGA, etc., en fonction que ce soit un pays à faible revenu, un pays à revenu intermédiaire, etc. Et donc là, vous pouvez aussi trouver les financements par projet, quoi. Donc, quel montant, où, pour faire quoi. Ça peut éventuellement être intéressant quand on se lance dans des recherches sur les PPP, par exemple. Les partenariats publics-privés. Bon, ensuite, je vous ai mis 2 pages de la Banque mondiale qui sont utiles. Alors, vous avez cette page-là. Donc, en fait, vous avez la classification des pays du Sud, enfin, les classifications de la Banque mondiale des pays du Sud. Et donc, vous aurez dedans les pays qui sont répartis par région, selon les définitions de la Banque mondiale. Par exemple, il n'y a pas la région Afrique ou la région Afrique du Nord, mais vous aurez la région Afrique subsaharienne et vous aurez la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Voilà. Quand vous vous amuserez avec les bases de données, vous verrez que ça peut être très utile et aussi très limitant. Et donc, par exemple, là, pour ce que je vous ai envoyé par Excel hier, moi, ça a été très chiant puisque comme je bossais sur l'Afrique et qu'il n'y a pas une rubrique Afrique du Nord, j'ai dû reprendre tous les pays un à un et faire les classifications par moi-même. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que si vous voulez faire des stats, eh bien, c'est important de reprendre les groupes, enfin, les classifications de la Banque mondiale dès lors que vous utilisez leur base de données, quoi. Après, vous pouvez bien entendu en faire une critique, mais vous devez quand même vous plier à cette règle-là à la base. Donc, ce sera par région, par niveau de revenu, donc inférieur, intermédiaire inférieur et intermédiaire supérieur, et grandes économies, économies développées. Et enfin, par type de financement. Donc, ceux qui ont des financements AID, ceux qui ont des financements Bird et ceux qui ont des financements Blend de la Banque mondiale. Ça peut vous aider en fonction des recherches que vous faites. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, un autre truc, et ça va vous faire marrer, donc que je vous ai mis dans le document aussi, que vous aurez juste après, mais donc, c'est la page des acronymes et abréviations de la Banque mondiale. Et donc, voilà, croyez-moi, tôt ou tard, vous en aurez besoin si vous squattez le site de la Banque mondiale parce qu'on ne comprend rien. Maintenant, toujours dans les rapports, ouais. Donc là, je passe à l'International Debt Statistics, donc qui est le rapport annuel de la Banque mondiale où vous trouverez tout le détail de la dette par région et par pays du Sud. Moi, au tout début que je suis arrivé à la Banque mondiale, que je suis arrivé au CADTM, c'était ça que j'utilisais de la Banque mondiale. Maintenant, moi, je trouve ça chiant parce que c'est pas interactif. Mais donc, au début, peut-être que vous direz, ah, mais c'est trop bien ce rapport. Et ça l'est dans une certaine mesure. Et donc, c'est un peu comme le rapport de la CNUSET sur la dépendance aux exportations, enfin, sur les dépendances tout simplement économiques. Vous avez toute une première partie analytique et globale avec l'analyse de la Banque mondiale, quelques tableaux, etc. Et puis, vous avez surtout la deuxième partie avec là toutes les fiches tableaux, enfin tous les tableaux par pays et par région. Voilà, vous allez
arriver devant ce genre de truc. Pas très sexy, mais utile quand on cherche des données en particulier. Voilà, c'est réparti par différentes catégories. Voilà, donc là, vous aurez la dette extérieure totale. Et puis là, vous avez la dette extérieure publique. Et puis la partie officielle, donc les bilatéraux et les multilatéraux. Et la partie privée, etc., etc. Voilà, donc là, vous avez un bon endroit pour trouver des infos. Il y a tout un tas de ratios aussi qui sont plus ou moins utiles. Nous, j'ai l'impression qu'au CADTM, on les utilise surtout pour dire que la Banque mondiale a des ratios un peu absurdes et ça serait bien qu'ils en utilisent d'autres. Mais bon, voilà, ils ont le mérite d'être là. Et donc, vous avez des infos sur le stock de la dette, mais aussi sur les flux. Donc, qu'est-ce qui part en remboursement, qu'est-ce qui arrive dans les caisses des pays, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour toute la partie rapport de la Banque mondiale. Maintenant, je vais rentrer dans la partie base de données en parlant, je vais vous parler de 4 bases de données en fait, mais il y en a 3 dont je vais parler très rapidement. Voilà. Donc, vous pouvez trouver 4 bases de données en fait. Vous avez celle-ci, la Quarterly Public Sector Debt. Et très honnêtement, je n'ai jamais utilisé. Mais il m'en manque une. Une seconde. Donc, vous avez cette base de données, la Quarterly External Debt Statistics, donc qui est une base de données trimestrielle. Donc, celle-ci, moi, je ne l'ai jamais utilisée. Et donc, visiblement, l'intérêt de cette base de données, c'est qu'ils croisent leurs données avec celles du FMI. Voilà. Et donc, on peut avoir des infos sur la dette extérieure des pays, potentiellement publique et privée. Je ne vais pas plus loin parce qu'honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas vous dire. Ensuite, vous avez Quarterly Public Sector Debt. Celle-ci, je l'ai utilisé un peu plus. Donc là, hein, je vous dis, vous avez accès à des bases de données que vous pouvez extraire. En fait. Après, si vous cliquez dedans, vous pouvez avoir accès à des chiffres que vous pouvez télécharger, etc. Donc voilà, grosso modo, les variables que vous avez. Et donc, l'intérêt de cette base de données, c'est que vous pouvez avoir des données sur la dette publique intérieure. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle de la dette, enfin, je vous parle des dettes, mais c'est surtout de la dette extérieure publique dont je vous parle. Et en fait, c'est assez compliqué d'avoir la dette, enfin, les données sur la dette intérieure publique. Donc, vous avez cette base de données-là. Et du coup, ça me rappelle que comme je n'avais pas mon document devant les yeux, j'ai zappé un chapitre parce que je voulais en parler de la dette publique interne. Donc, hormis cette base de données de la Banque mondiale qui est assez incomplète, sinon, pour trouver des données sur la dette publique intérieure, vous n'aurez pas d'autre choix, à ma connaissance, que de vous faire tous les sites par pays, quoi. Et donc, le ministère dépend en fonction du gouvernement, c'est même pas en fonction du pays, parce que les ministères changent en fonction des gouvernements, et donc vous pourrez trouver des données sur la dette publique intérieure en fonction des gouvernements, soit sur le ministère de l'économie, soit sur le ministère des finances, soit sur le ministère du développement, soit des fois il y a un ministère de la dette carrément. Mais donc, ça c'est assez chiant. J'ai posé pas mal de questions à Claude durant toutes ces années au CADTM sur ce point précis, donc il m'a souvent aidé parce que Claude est une mine d'infos sur plein de choses et notamment sur ce point. Voilà. Troisième des 4 bases de données que je voulais vous montrer de la Banque mondiale, il y a celle-ci qui a fait son apparition il y a 2 ans, donc la Debt Service Suspension Initiative, donc du nom de l'ISSD, d'ISSA, et qui a été lancée en avril 2020
pour répondre, entre guillemets, à la crise Covid et à ses impacts financiers. Et donc, il y a 73 pays qui ont été retenus comme potentiels bénéficiaires, si on peut employer ce mot, de l'ISSD, l'initiative de suspension du service de la dette bilatérale pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Et donc, sur cette base de données, du coup, vous aurez des infos alors, je vais pas retrouver. Mais en gros, là, quand je vous montrais le rapport International Debt Statistics, là, il y a 2-3 onglets. Avec l'ISSD, là, la base de données de l'ISSD, en gros, vous aurez accès à des données de la dette du pays ISSD, donc que ce soit son stock, mais en fait, ce sera surtout détaillé par créancier, quoi. Donc, ça peut être assez intéressant pour avoir des données donc, sur les créanciers bilatéraux, sur les créanciers multilatéraux. Vous aurez la part privée, mais vous n'aurez pas le détail des créanciers privés. Par exemple, Anaïs peut demander si BlackRock au Sri Lanka, ça, je ne peux pas le savoir. En tout cas, pas par cet intermédiaire-là. Voilà, il y a aussi une carte interactive. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas trop fan. Mais c'est utile et c'est nouveau. Très honnêtement, si on veut donner un bon point à la Banque mondiale, on peut dire qu'ils ont fait un gros effort depuis 2 ans pour les pays SSD pour donner tout un tas d'informations du coup sur les paiements. En fait, c'est moins sur le stock que sur les flux, en fait, la base de données d'ISSD. Donc, vous avez quelques infos sur le stock, mais vous avez surtout des infos sur le service de la dette à venir. Et avec un détail, vous avez le détail des créanciers bilatéraux, vous avez le détail des créanciers multilatéraux aussi. Donc ça, c'est par exemple quelque chose de nouveau qui apparaît comme ça en 2 clics. Parce qu'avant, il n'y avait que Banque mondiale, FMI et le reste. Qui était écrit et le reste. Mais là, vous avez Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, blablabla. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'est utile si vous êtes en train de travailler sur des pays ISSD. Sinon, franchement, vous attardez pas trop sur cette base de données. D'autant plus que, en fait, toutes les données disponibles sur cette base de données-là sont en fait un sous-ensemble de la base de données International Debt Statistics dont je n'arrête pas de vous parler depuis 1h30 et que je vais vous présenter dans 5 minutes. Donc, en vrai, voilà, c'est un peu restrictif si vous ne voulez pas bosser que sur ces pays-là. Voilà. Hop, hop, hop. Tout à l'heure, donc, je vous ai montré le rapport International Debt Statistics de la Banque mondiale. Ce rapport, vous pouvez le consulter de façon semi-interactive donc sur le site de la Banque mondiale. Vous y avez accès soit par pays, soit par région. Topic, enfin, par sujet, c'est pas intéressant. Et soit de façon analytique ou soit de façon standard. En gros, la façon analytique, c'est un tableau plus petit avec moins de données et la façon standard, c'est un tableau plus détaillé. Donc ça, après 1 an que j'étais au CADTM, je suis passé à utiliser ceci plutôt que le rapport PDF. Et donc, quand vous cliquez dessus, mais je crois que j'avais ouvert un onglet. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur le détail. En fait, ça ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le rapport PDF. Le détail de la dette extérieure et en particulier dette extérieure publique du pays. Voilà. Donc là, si vous voulez avoir un aperçu rapide d'un pays ou d'une région, c'est une bonne page, quoi. Par contre, le problème, c'est qu'à mon goût, désormais, ce n'est pas assez détaillé. Donc moi, je ne trouve plus les infos que j'aimerais trouver. Et par ailleurs, c'est toujours les 9 dernières années qui sont indiquées. Ou les 8 dernières années. 1, 3, 6. Ce sont les 9 dernières années. Donc là, comme ça, vous n'avez pas accès avant 2012.
Et donc, ouais, les données disponibles, c'est toujours 2 ans, enfin, c'est N-2, quoi. 2 ans en moins que l'année où vous êtes. Donc là, les dernières données disponibles pour la Banque mondiale, c'est 2020. Et les données de 2021, on les aura fin 2022. Voilà. 16h34, il me laisse 25 minutes. Bon, voilà, maintenant, on arrive pour moi le plus intéressant. Vous n'aurez absolument pas le temps de vous former là-dessus. Donc, à la limite, si à l'issue de cette présentation, il y a des personnes qui sont intéressées pour exploiter les bases de données de la Banque mondiale, se former à ça, moi, je suis tout à fait disposé à vous former pendant 2 heures, je ne sais pas, d'ici la fin du mois de juillet, si ça vous intéresse. Voilà. Mais donc là, vous êtes sur la page d'accueil de la base de données interactive de la Banque mondiale. Et donc, elle n'est pas très évidente à utiliser au départ. En fait, du coup, il faut surtout s'intéresser, c'est à ça, quoi. Les 5 onglets qui sont là, Database, Country, Counterpart IRA, Series et Time. Et en fait, il faut vraiment l'utiliser de haut en bas. Du coup, la première chose que vous faites, c'est de cliquer sur Database. Et là, en fait, vous avez accès à tout un tas de bases de données de la Banque mondiale. Voilà. Qui sont plus ou moins actualisées. Il y en a, c'est des banques de données assez vieilles. Mais donc, moi, on va dire que CADTM, j'en ai utilisé 3 en particulier. International Debt Statistics, donc, ça concerne vraiment la dette pure et dure. Vous retrouvez ISSD, vous voyez ce dont je vous parlais avant. Elle est ici, là, la base de données ISSD. Mais donc, en fait, c'est une version beaucoup plus limitée de la base de données globale. Vous retrouverez exactement les mêmes choses en utilisant la base de données globale. Vous pouvez utiliser aussi le Global Financial Development, donc plus des données financières. Et l'autre que j'utilise assez régulièrement, et notamment dans le fichier Excel que je vous ai envoyé hier soir, c'est le World Development Indicator, où là, vous trouverez essentiellement des indicateurs socio-économiques. Voilà, aussi sur la pauvreté, ça peut être aussi sur la malnutrition, sur les maladies, sur la santé, un tas de choses. Avec des données qui sont plus ou moins actualisées, hein, ça j'imagine que c'est en fonction des enquêtes de la Banque mondiale et aussi des enquêtes nationales. Donc voilà, par exemple, dans le fichier que j'ai envoyé hier, j'avais chopé des variables, enfin des données sur la prévalence de la malnutrition et sur l'insécurité alimentaire. Et donc, je me disais, bah, super, ça va être très bien, très intéressant à exploiter ces données. Et puis, une fois que je les ai téléchargées, bah, je me suis rendu compte que les dernières données disponibles, c'était 2010. Donc, du coup, c'était nul et non avenu pour la recherche en cours sur ce qui se passe en Afrique. Voilà. Donc, première chose, vous avez sur Database, je le refais, Database, vous prenez International Debt Statistics, si ce n'est pas déjà fait. Hop. Et donc, après, à chaque fois, en fait, il faut refermer la flèche. Sinon, ça ne va pas marcher, le site de la Banque mondiale. Donc, vous refermez la flèche. Hop. Ensuite, vous choisissez votre pays. Et donc là, vous pouvez utiliser tous les pays voilà, que vous voulez. Donc, encore une fois, ce ne sont que les pays du Sud. Et donc, vous aurez accès aux pays et aux régions de la Banque mondiale. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, tous les pays du Sud, de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Tous les pays d'Europe centrale. Vous avez aussi, là, vous avez un petit onglet par mot-clé, enfin un petit encart par mot-clé. Le mot magique, en fait, c'est income. Et donc là, du coup, vous avez accès à toutes les catégories, à toutes les régions. Donc là, typiquement, si je mets low income, j'aurai ensuite dans mes données que je vais sélectionner toutes les données pour les pays à faible revenu. Mais je n'aurai pas les données de tous les pays de faible revenu. J'aurai
les pays à faible revenu rassemblés ensemble dans une seule et même étiquette. Donc, je ne sais pas si vous voyez le distinguo que je viens de donner. Vous avez en fait une seule ligne avec la somme en fait de tous les pays à faible revenu. Et vous n'avez pas la liste de tous les pays à faible revenu. Ouais. Si vous voulez travailler par pays, vous êtes obligé de sélectionner ça par vous-même et donc d'aller sur le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure avec la classification des pays de la Banque mondiale. Et comme ça, vous pouvez refaire les groupes par vous-même. Voilà. Donc là, par exemple, low income, vous pouvez donc en choisir autant que vous voulez. Ensuite, vous refermez la flèche. Et là, vous faites counterpart area. Et donc là, ce que ça veut dire, oui, ça, je ne sais pas. Ce que ça veut dire, c'est les données que vous voulez extraire, c'est par rapport à qui. Donc, par exemple, si vous voulez les créances, enfin, pas les créances, si vous voulez la dette des pays à faible revenu vis-à-vis de la France, ben, vous tapez France. Hop. Il a bugué. Attends, je vais redémarrer. Il a bugué. Pourquoi? Là, vous mettez France, par exemple, et donc là, il y a la France qui apparaît, et hop, vous cliquez la France. Sur la France. Et donc, ça veut dire que dans le document que vous allez télécharger ensuite, vous n'aurez que ce qui est en contrepartie de la France. Donc, en fait, ça, en règle générale, vous allez l'utiliser très, très peu. Et en vrai, le mot magique, c'est world. Et donc là, vous mettez world. Et donc, ça veut dire que vous aurez tout par rapport à l'ensemble du monde. Mais vous pouvez, donc, vous voyez là, par exemple, il y a World Bank Bird, World Bank IDEA. Vous pouvez aussi trouver des données que vis-à-vis de la Banque mondiale. Et vous avez aussi des banques de développement. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Par exemple, si vous cherchez les créances multilatérales, et ben là, vous avez donc la Banque de développement arabique, la Banque eurasiatique de développement, la Banque européenne, le Fonds européen de développement, etc. Et vous avez tout un tas de trucs qui apparaissent. Voilà. Si vous cliquez sur rien, de toute façon, bon, bah, c'est tout. Hein. Vous regardez, il y a toute la liste qui apparaît. Là, il y a la liste, par exemple. Il y a tout un tas de trucs. Vous cherchez, quoi. Hein. Voilà. Donc là, je vais remettre World. Hop. Je referme. J'insiste là-dessus. Je referme. Donc, ça ne va pas marcher. Ensuite, vous allez dans Series. Et donc là, apparaissent tous les types de données que vous pouvez télécharger. Donc là, pareil, tout à l'heure, je vous ai montré la petite page avec les abréviations et les acronymes de la Banque mondiale. Vous avez dû vous dire, mais pourquoi Rémi nous montre ça? On s'en fout. Et en fait, quand vous êtes confronté à ce genre de truc, CB, Bonds, NTR, vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte là, quoi. Voilà. Et donc là, vous pouvez télécharger du coup toutes les données. Ici, je ne rentre pas dans le détail parce que franchement, ça, ce serait la formation de 2 heures pour que je vous explique qu'est-ce qui nous intéresse véritablement. Et donc, vous avez une liste assez longue. Là, par exemple, le service de la dette extérieure du secteur public, le service de la dette extérieure public et garanti par l'État. Voilà, donc vous choisissez. Je vais en prendre vraiment 3 au hasard, parce que c'est pas important. Et donc, par exemple, là, voilà ce que je pourrais vous expliquer, c'est à la base, là, vous vous dites, mais en fait, pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs où ça a le même titre, et c'est juste là que ça change, AMT, DIS, DOD. Ben là, en fait, ça dépend si vous cherchez du stock ou du flux, quoi. Et quel type de stock, quel type de flux. Si vous voulez le capital, si vous voulez les intérêts, si vous voulez ce qui est passé, si vous voulez ce qui est à venir.
Donc, il y a pas mal de choses à décoder, quoi. Voilà. Donc là, bref, j'en ai pris 4 tout à fait au hasard. Par exemple, CB, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc que j'ai jamais utilisé. Hop, vous refermez. Et là, après time. Et donc là, vous prenez toutes les années qui vous intéressent, sachant que ça s'arrête en septembre. Vous n'aurez pas accès aux données avant septembre, sauf si vous avez des super bons copains comme Eric Toussaint ou Claude Kemar qui ont probablement un vieux truc de la Banque mondiale qui traîne dans leur bibliothèque où ils pourront vous donner les données de la dette antérieure aux années 70 selon la Banque mondiale. Mais en tout cas, par ce site, ça s'arrête à septembre. Et après, ça va jusque 2028 parce que c'est possible d'avoir un certain nombre de projections et notamment sur les remboursements à venir. C'est dans le fichier Excel que je vous ai envoyé hier, il y a un onglet là-dessus sur les remboursements. Et donc, voilà, du coup, j'avais sélectionné jusqu'en 2028 parce que ça permet de savoir. Donc, bien entendu, c'est des projections. Quand c'est jusqu'en 2028, c'est pour ça que ça décline. C'est pas parce qu'en 2028, ils auront moins à payer, c'est parce qu'ils n'ont pas encore signé tous les contrats et qu'ils auront à rembourser en 2028. Voilà. Et puis, vous avez un petit raccourci, 5. Par exemple, ça prend les 5 dernières années. Je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas être intéressant. Je n'ai pas pris des trucs à venir. Donc là, je vais, je sais pas, sélection 3 au hasard. Je referme encore une fois. Et juste une petite question, pardon. Ouais. Et il y a un truc, un onglet juste en dessous des dates où ils mettent Create Time Function avec des différents trucs là. Une idée là-dessus? J'ai jamais utilisé. Ça sert à quelque chose? J'ai jamais utilisé, mais du coup, il y a le petit point d'interrogation. Voilà, il faut s'amuser à lire ça. Donc là, on ne va pas le faire. Mais tu peux regarder et renvoyer un mail en complément derrière si tu trouves que c'est intéressant. Mais ça, honnêtement, je n'ai jamais fait. Il y a déjà vraiment beaucoup à faire sans passer par ça. Mais tu peux. Mais je vois que tu es limité au même intervalle, en tout cas. Mais voilà. Donc, du coup, vous choisissez les années, vous refermez la petite flèche, là, comme d'hab. Et si vous avez bien fait toutes les petites choses, et ben là, ici, en fait, désormais, tout ça, c'est passé en vert à chaque fois. Vert coché, vert coché, vert coché. Ça veut dire que tout ce que vous avez sélectionné, c'est bien validé par la Banque mondiale. Vous appuyez sur Apply Changes. Et donc là, vous avez accès aux données que vous avez sélectionnées. Vous pouvez y avoir sous forme de graphique aussi, sous forme de carte. Donc là, vous appuyez là-dessus. Moi, très honnêtement, je trouve que ça ne marche pas bien, que c'est très long à charger et que ce n'est pas très utile. En revanche, ce qui est très utile, c'est le petit onglet Download Options. Et donc là, vous avez Excel. Et sur Excel. Et puis là, vous avez votre fichier Excel de Banque mondiale. Donc là, je ne vais pas vous ouvrir un fichier Excel parce qu'on s'en fout un peu. Et puis, si vous avez ouvert celui que je vous ai envoyé hier, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Mais donc, en gros, vous allez avoir un fichier Excel avec un seul onglet où va apparaître sur cet onglet toutes les données que vous avez sélectionnées. Et puis, après, c'est à vous de trier tout ça, quoi. Donc, moi, par exemple, là, quand j'ai le fichier Excel que j'ai envoyé hier, j'avais plus de 30 000 lignes qui m'ont été envoyées dans mon fichier Excel. Et ensuite, je les ai retriées et je les ai balancées dans d'autres onglets, dans d'autres feuilles, etc., quoi. Une chose qui est importante, mais là, c'est du détail, et ce sera plus intéressant pour les personnes qui voudraient se former à ça, mais je le dis quand même parce que c'est un détail, mais important. Quand vous téléchargez votre fichier Excel, l'ordre d'apparition des données, ce sera celui de l'ordre dans lequel vous avez cliqué dans la colonne de gauche. Oui. Et donc, ce n'est pas un détail parce que quand vous travaillez sur beaucoup de données, vous êtes bien content que votre fichier Excel il soit déjà à moitié trié. Donc,
pour donner peut-être expliquer ce que soit peut-être plus audible ce que je raconte. Moi, en fait, là, je voulais travailler sur les régions africaines. Et donc, pour que mes données elles soient déjà réparties par région africaine, en fait, choisissez les pays. Ça s'enlève. Bah, du coup, moi, je cliquais sur Algérie, après, je cliquais sur Égypte, après, je cliquais sur Libye, Maroc, Tunisie. Et hop, là, du coup, je savais que j'avais Afrique du Nord. Après, je voulais qu'ensuite, en dessous, apparaisse l'Afrique de l'Ouest. Donc, après, dans la suite, je cliquais sur Bénin, etc., etc., etc. Et donc, c'est important parce que, en fait, ça vous fait gagner énormément de temps, quoi. Si j'avais tout cliqué dans l'ordre alphabétique, j'aurais déjà de base dû trier 30 000 lignes juste pour les remettre dans l'ordre que moi je voulais, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que la base de données de la Banque mondiale, elle est utile, mais je trouve qu'elle n'est pas évidente à utiliser. Il faut s'y mettre un peu, quoi. Juste une petite question. Est-ce que tu as été dans Layout Non, à côté de variable? non. Parce qu'apparemment, là, tu peux changer un peu l'ordre de la présentation de ton tableau. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, ça me paraît… Enfin, je veux bien qu'ils fassent des trucs de merde, mais quand même, ils ont les moyens. Ouais, non, mais effectivement, ça, je n'avais pas vu. Donc. À mon avis, ça s'arrête tout ce que tu viens de dire, parce que sinon, c'était l'horreur. Hein. Ouais, mais bon, du coup, je pense que tu vois, c'est quand même. Par exemple, là, je pense pas que tu puisses changer le truc que je viens de te dire. Ah, parce que ouais, c'est important en tout cas de savoir ce que tu as dit. Dans Parce que, dans ce que je vois, quoi. de toute façon, l'exercice de penser déjà aux données que tu veux et de cliquer dans le sens que tu le veux, c'est déjà bien. Mais c'est quand même vraiment merdique si tu peux pas changer après. Ouais. Ah ouais, et là, tu me fais penser à un truc, du coup, un truc qui m'est arrivé régulièrement. C'est que, bon, voilà, donc là, vraiment, c'est un exemple tout simple, hein. Vous avez pris un pays, vous avez sélectionné 4 types de données, 3 années. En vrai, si vous devriez le refaire, ça ne va pas vous prendre 20 ans. Mais du coup, un truc bon à savoir, une fois que vous avez téléchargé tous vos trucs, si vous restez sur cette page, mais je pense qu'elle est inactive plus de 10 minutes, que vous n'y touchez pas pendant plus de 10 minutes, quand vous allez revenir dessus, hop, elle va se recharger automatiquement et vous aurez perdu tous vos réglages, quoi. Donc, voilà, quand vous faites ça, avant de télécharger, faites attention de ne pas avoir fait d'erreur. Et comme ça, si jamais vous avez oublié quelque chose, et bah, ce sera plus simple pour retravailler ensuite. Rémi, voilà. je vais te couper 5 minutes. Ah ok, parce qu'en fait, le café où je suis est en train de fermer, donc il va falloir que je parte. Et bah, merci, c'était super intéressant d'avoir toutes ces adresses et toutes ces données. Et pour les autres, je voulais juste vous dire qu'on n'a pas fixé la prochaine date de formation. Et moi, je suis disponible à partir du 13 juillet, plutôt en fin d'après-midi, si vous décidez d'une date tous ensemble à la fin de la vidéo. Très bien, merci. Voilà, bah voilà, désolée de partir plus tôt et à bientôt. Aucun problème. Bonne soirée. Ciao. Ouais, à vous aussi. Ciao, ciao. Donc oui, moi j'ai terminé. Donc si vous avez, on a peut-être un peu moins de 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire. Moi, j'avais une petite question, un peu sur le point que tu viens d'aborder à la fin. Ouais. Il y a un onglet avec écrit Save. Là. Alors, j'ai essayé, mais apparemment, il faut s'inscrire. Parce que ça permettrait peut-être de… Quand on a fait une recherche sur un pays avec toutes les données et tout ça, et qu'on veut ensuite se dire, tiens, ben, je veux le faire avec un autre pays parce que j'ai envie de savoir pour l'autre pays, ça permettrait peut-être de le faire, ça, non? Une fois qu'on a… Peut-être bien, peut-être bien. Ouais. Parce que du coup, ça permettrait de systématiser un peu, une fois qu'on a bien bossé sur une analyse d'un pays,
on le garde, on a, et après, on peut refaire la même chose sur un autre pays. Absolument. Après, est-ce qu'on a confiance avec donner ses codes à son IP à la Banque mondiale? Voilà. Voilà. Bon, ça allait un peu plus se permettre. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, tu as sans doute raison, quoi. Je n'ai pas la prétention de connaître à 100% la base de données, en tout cas, tous les petits trucs qu'on peut faire. Mais sans doute possible. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu aux attentes. Moi, j'avais une petite question pour toi. Ouais. Après, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais c'était pour savoir comment on pouvait transposer ces données sur des sites, sur des logiciels de données comme Stata, Python, etc. Je ne savais pas si c'était la réponse. Alors ça, je sais pas te dire du tout. Le seul élément de réponse que je peux te donner, mais moi, je n'utilise pas Stata, Python et tout. Donc, par exemple, je ne connais pas le format, mais je m'intéresse un peu à l'informatique. Et, par exemple, je vois que tu vois Download Options, tu as Excel, tu as CSV, tu as TXT, Metadata. Et donc, j'imagine que doit y avoir moyen d'exporter ça dans des formats différents, quoi. Ouais, c'est ce que je me disais. Ok, super. Mais Super. comme je ne sais pas le faire, je ne vais pas plus loin. Mais... Ok. Et j'avais une autre question. C'était un moment, tu me disais par rapport aux créanciers, etc., qu'on avait du mal à récolter les données, justement, les données globales. Mais et tu disais justement qu'on pouvait que avoir seulement les membres de l'ISSD. Ouais. Mais sauf que, mais au final, tu dis que au final, avec le FMI, si on trie par pays, au final, on peut réussir à comptabiliser toutes les créances. Tu comprends ce que je te dis? En fait, du coup, moi, ce que je disais, c'était que si tu recherchais les données par pays créancier, ce n'était pas possible de les avoir, sauf pour la France, c'est l'exemple que je donnais. Et sinon, pour les autres, il faut nécessairement passer par des questions parlementaires ou du copinage avec le gouvernement. Voilà. Et donc, je disais, du coup, en gros, c'est par exemple la France, et du coup, tu as le détail de tous les pays où elle a des créances, et donc quel montant, quoi. Donc ça, je disais que ce n'est pas possible de les avoir dans une seule base de données. Ensuite, je disais, néanmoins, je nuance mon propos, parce que c'est possible de les avoir, mais à l'inverse. Et donc là, c'est un exercice assez chiant, finalement, via la base de données ISSD. C'est-à-dire que tu vas chercher des données sur le Sénégal, qui fait partie de l'ISSD, et avec ça, tu vas pouvoir avoir la liste de tous ces créanciers bilatéraux. Donc, tu auras la France notamment, mais tu auras tous les autres. Et donc, si je comprends bien ce que tu me dis, et je rattache à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que du coup, si tu veux connaître, comment dire ça, bah, c'est un moyen, si tu veux, par exemple, si tu veux connaître toutes les créances de l'Allemagne, bah, tu peux te faire tous les pays ISSD, quoi. Mais comme il y a 73 pays ISSD, c'est-à-dire que tu dois te faire 73 fois le calcul sur la base de données de l'ISSD. Et par ailleurs, l'Allemagne a des créances sur des pays hors ISSD. Voilà, okay. C'est ça que je voulais dire. Ok, bah ça répond à mes questions. Super. Voilà. Donc en fait, tu peux les avoir, mais... Oui, c'est une recherche. Mais c'est un autre cheminement, quoi. Ok. Un autre cheminement. Parce que tu peux avoir les créances bilatérales. Tu as eu le fichier que j'ai envoyé? Tu es sur la liste internet? Ouais, je l'ai lu, ouais. Enfin, j'ai regardé un petit peu, Et bien justement, il y a un onglet créances bilatérales. Et donc là, dedans, j'ai listé tous les créanciers du Club de Paris. Et ensuite, j'ai mis 5-6 grands créanciers. On sait que c'est des grands créanciers. Donc, il y a la Chine, il y a le Qatar, les Émirats arabes unis, etc. Là, ça, c'est avec les bases de données de la Banque mondiale, quoi. Donc là, je peux avoir en fait, je peux avoir le stock de la dette bilatérale par pays, tu vois. Ah, oui, et donc, okay. Potentiellement, comme il y a les 135 pays du Sud sur le site de la Banque mondiale, par cet intermédiaire, je peux calculer les créances enfin, pas de la France, c'est un mauvais exemple, mais de l'Allemagne sur tous les pays du Sud, quoi.
Mais donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse l'opération 135 fois. Ouais, c'est ça. Et si l'Allemagne a des créances sur un pays du Nord, par exemple sur la Grèce, ben ça, je ne le verrai pas via la Banque mondiale. Et donc, pour avoir les créances totales, enfin toutes les dettes, oui, on additionne du coup toutes ces créances bilatérales avec les données du FMI sur les dettes multilatérales qu'ils ont publiées. C'est ça? Non, tu peux les avoir sur le site de la Banque mondiale, mais c'est si tu veux avoir le détail des créanciers, quoi. En fait. Si tu veux avoir le stock des créances bilatérales, ça, c'est pas un problème. Mais du coup, tu ne sais pas qui se cache derrière. Et donc, si tu veux vraiment savoir le détail de quel créancier auprès de quel pays, là, tu es obligé de passer soit voilà, de jouer un petit peu avec tout ça sur le site de la Banque mondiale. Mais tu n'as pas besoin du site du FMI. Hein, ok. Oui, je me suis trompé, Banque mondiale FMI. Je voulais dire la Banque mondiale. Non, pas de problème. Ok, super. Bah, merci pour ta réponse. De rien. Je voudrais te dire quelque chose. C'est Eric là qui parle. En vous écoutant, moi, je ne suis pas sûr de vous comprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que vous comprenez exactement. C'est-à-dire que le mot créance et le mot dette, ben c'est différent. Je ne sais pas si Mathieu, tu as bien saisi justement ce que Rémi voulait dire là-dessus. Si, je pense avoir compris. Si. Enfin, la somme des créances d'un pays fait sa dette. Non. Ah bon? La somme des créances d'un pays, c'est ce qu'il peut exiger sur un autre pays. Ce n'est pas sa dette. La somme, oui, mais c'est toutes les créances que ce pays a pris. Enfin, ça représente tous les emprunts qu'il a fait auprès du pays. Non, une créance, c'est ce que l'on te doit. Tu vois, c'est pour ça, je pense que ce que disait Rémi, c'était peut-être pas évident à comprendre. Ce qui veut dire, c'est que, à part la France qui dit tel pays me doit autant, et voilà la liste des pays qui me doivent de l'argent et combien ils me doivent, ça c'est les créances que j'ai sur eux. Quand tu vas dans les données de la Banque mondiale et du FMI, tu n'as pas les créances du pays, tu as les dettes du pays. Donc, s'il est mis la dette du Cameroun, la dette bilatérale du Cameroun, ben, tu as le montant total des dettes du Cameroun à l'égard du membre du Club de Paris. Mais tu ne sais pas, parmi ces membres du Club de Paris, la France, elle a combien de créances sur le Cameroun, la Belgique a combien de créances sur le Cameroun. Donc, créances et emprunt, on va dire que c'est l'opposé symétrique. Oui, la France a des créances à l'égard du reste du monde et a des dettes à l'égard du reste du monde. Et ce n'est pas du tout pareil. Oui. C'est clair? Oui, c'est très clair. C'est très clair, merci. Et donc, ce n'est pas un hasard que les grandes institutions internationales, ce qui les intéresse, c'est de montrer ce qu'un pays du Sud doit aux autres et pas tellement ce que les pays du Nord ont comme créance sur les pays du Sud, dans le détail. Et je crois que ce qui change, et Rémi l'a un peu dit, c'est que comme la Chine devient un important créancier, c'est-à-dire un important prêteur, et que la Chine est en concurrence avec l'Europe, les différents pays d'Europe, et l'Amérique du Nord et le Japon, les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI commencent à être intéressées à dire à quel pays un pays du Sud doit de l'argent. Et donc, c'est ce que Rémi a montré là
tout à l'heure que je ne connaissais pas. Tu pourrais leur montrer, Rémi, ce que tu as indiqué tout à l'heure, où on voyait la dette du Cameroun à l'égard de la Chine, et puis on voyait quel était en second lieu son créancier. Ça, comme le disait Rémi, c'est tout à fait nouveau. Ah oui, sur le site de la Banque mondiale. Sur le site de la Banque mondiale, et je n'avais jamais vu ça. Ouais. Et c'est, à mon avis, c'est parce que la Chine, c'est parce que la Banque mondiale et le FMI veulent montrer du doigt la Chine. Il y a plein de littérature pour dire que la Chine devient le principal pays créancier et ne respecte pas les règles du jeu, parce que comme la Chine n'est pas dans le club de Paris, elle ne respecte pas la solidarité entre les créanciers. Voilà, donc là, on voit, si je comprends, si j'interprète bien, Rémi, on voit à gauche, le Pakistan doit 335, c'est donc quoi? C'est en 1000, donc 335 millions. C'est pas beaucoup, ça, justement. J'étais en train de m'arrêter, mais ce n'est que 335 millions. Oui, mais c'est pas beaucoup du tout. Oui. Bah si, c'est le service de la dette mensuel. Ah, c'est le service de la dette. D'accord, d'accord. Oui, oui. Je croyais que c'était le stock de la dette. Parce que si c'était en stock, c'est rien du tout. Mais en service, oui, oui, ça c'est important. Oui. Mais donc là, pour une fois, on voit le Pakistan rembourse à la Chine autant. Le Pakistan rembourse à l'Arabie Saoudite autant. Et si on clique sur les petits bouts en dessous, non, en dessous. Non, je veux dire, dans Pakistan, en dessous à droite. Dans Pakistan, en dessous à droite. C'est les autres qui apparaissent ou il n'y a rien? Il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a rien, d'accord. Donc, on a les renseignements sur 2 créanciers. C'est ça? Ouais, mais là, c'est parce que du coup, on n'a pas choisi un pays. Mais sinon, si tu choisis un pays, donc, par exemple, Angola, ça, mais donc, le temps que tu cherches par rapport à Mathieu, donc souvent le problème, effectivement, quand on agit au sud, quand on agit au nord, ben, c'est difficile de savoir spontanément ce que notre pays, par exemple la Belgique, a, ce qu'on doit à la Belgique pays par pays, et donc ce que la Belgique a comme créance sur les autres pays. Et justement, comme Rémi dit, la France fait exception et publie ces données-là. Et alors, cette partie du site de la Banque mondiale? Ouais. C'est que pour les pays SSD. Donc là, en cliquant sur un pays, donc là, c'est l'Angola. On a le service de la dette en intérêt et en capital. En janvier, en février, en mars, avril. C'est ça. Et on voit combien ils remboursent à la Chine, à l'Inde. Et il y a le détail des créanciers multilatéraux. Il y a le détail des créanciers bilatéraux qui ont bien voulu donner des infos. Il y a le détail. Ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Ben, non-official, alors c'est peut-être. Remonte un peu. Ben, c'est peut-être les banques du pays en question. Tu vois? Parce qu'en dessous, c'est les détenteurs de titres, bond holders. Mm-hmm. Donc, il y a bilatéral, non-official. Donc, normalement, c'est les résidents privés de, si on prend là, donc c'est l'Angola. Si on voit non-official China, ça veut dire c'est les entreprises privées chinoises. D'accord. Enfin, le montant que l'Angola, là, c'est de nouveau le service de la dette, ça. Ouais. Ouais.
Donc, il n'y a que le service de la dette. Voilà. Donc, reste là, parce que donc, l'Angola rembourse 42 à la Chine comme pouvoir public, la Chine comme État, et 1679 à des entreprises privées chinoises. D'accord. C'est non-official. Et donc, on voit qu'il doit y avoir une entreprise là, allemande à qui l'Angola rembourse de l'argent. L'israélienne surtout, là. Ouais. Alors là, ce sera intéressant de savoir, évidemment, si c'est des armes, par exemple, parce que l'Allemagne et Israël sont des exportateurs d'armes importants. Et l'Angola. J'allais dire pour les montants, là. Ça doit être des achats d'armes. Ça ne m'étonnerait pas à l'égard d'Israël, mais. Oui, absolument. Bon, ça peut être. C'est jamais, ça peut être autre chose, mais. Ouais. Des montants comme ça Des montants comme ça sur quelques mois. Oui, ça peut être. Après, la première colonne, c'est les intérêts. Hein. Oui. Le service total, d'accord. Oui, c'est intéressant cette partie-là. Par contre, on ne sait pas combien d'acteurs sont dans chaque groupe non officiel. Non, ça c'est clair. Non. Oui, c'est clair. Bien sûr. Non, ça, après, ça fait partie de... Donc là, ça peut être aussi bien une entreprise qui a exporté des armes que une banque allemande, tu vois, ou un fonds d'investissement allemand. Puisque après, c'est juste les détenteurs de titres. Et là, on voit que à la fin, à bondholders, il y a 198. C'est quoi le haut de la colonne? À la fin, le haut de la colonne. Ah oui, attends, c'est parce que moi, en fait, haut de la dernière colonne. Ici, là, tu veux dire ça, là? Ouais. Le haut de ça. Moi, j'ai vos têtes, c'est les intérêts. Intérêts de mai. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est. D'accord, c'est des titres souverains qui arrivent à échéance en mai, et c'est le coupon qui a payé, quoi. C'est ça. Non, parce que là, c'est que les intérêts. Oui, mais le coupon, c'est les intérêts. Oui, non, c'est pas le titre qui arrive à échéance, c'est le coupon, oui. Donc, le paiement, s'il est annuel, le montant annuel du… Ouais, là, c'est 154. Bon, mais il y a, quelques trucs à tirer. 2022. Mais bon, voilà, c'est que jusque 2022. Donc, c'est la grosse limite de la base de données ISSD. C'est que là, dans 5 mois, c'est totalement obsolète. Oui. D'accord. Mais bon, peut-être que le point positif, c'est que ils vont continuer cette démarche-là et l'élargir pour l'ensemble des pays pour la suite. Mais là, c'est des hypothèses, je ne sais pas du tout. Ouais. Mais en tout cas, c'est nouveau. Hein. Tout ça, ça n'apparaissait pas avant de façon aussi détaillée avant 2020. C'est la preuve aussi qu'ils ont les données, que jusqu'ici, ils les cachaient. Absolument, bien sûr. Et puis qu'ils ont fait ça pour que la Chine donne un maximum de ses créances aussi. Oui. Ça a été un moyen de pression sur la Chine. Ah bon, après, c'est très bien, hein, pour le coup, plus de transparence pour la Chine et tout le monde. Moi, ça me fait très bien. Ou bien ce qu'ils ont fait, tu vois, c'est ils ont demandé aux pays concernés par la mesure, c'est-à-dire l'Angola, de déclarer ce qui rembourse à la Chine. Ouais, je ne sais pas comment parce que je ne suis pas sûr que la Chine a communiqué, tu vois, mais que l'Angola, s'il veut avoir accès, il est obligé de donner les informations. Ça peut être par ce chantage-là que ça
Bon, après, là, on va vraiment rentrer dans du spécifique un peu chiant. Mais moi, ce qui m'étonne, par contre, dans cette base de données, c'est qu'il y a les 73 pays SSD, tu vois. Donc, le Club de Paris, le FMI, la Banque mondiale et le G20 ont dit l'ISSD pourra s'appliquer sur 73 pays s'ils le souhaitent. Et donc là, on a la liste des 73 pays. Et par contre, il y a jamais un chiffre pareil, mais donc on va dire 45. Il n'y a que 45 pays qui ont souscrit à l'ISSD. Et donc, du coup, ça m'étonne qu'on ait les données sur les 73 pays, alors qu'il n'y en a que 45, plus ou moins, qui ont été tapés à la porte du FMI et de la Banque mondiale pour être dans l'ISSD. Ça m'étonne. Tu veux bien cliquer sur Rwanda et après ça, je ne demanderai plus rien, mais je voudrais voir. Le staff va quand même aller dans le pays au moins une fois par an pour le rapport article 4 et probablement pour à chaque fois un rapport sur le FEC, le MECD, etc. Et donc, ils vont avoir, le pays doit leur donner ces chiffres-là lorsque le staff y va ou n'y va pas, et fait ça à distance. D'accord. Ouais, non, mais tu as sans doute raison. Donc là, on y est. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Je voulais voir si les montants sur les titres rwandais étaient importants. Donc, je voudrais voir le chiffre de. Je vais voir que là, c'est en ce moment, par exemple, juin et juillet 2022. Et donc, bondholder, c'est ça, là. Oui. Que j'ai surligné, là. Donc, c'est de nouveau le coupon qui est payé. C'est 13 000 et je compare aux autres sur un total de 18 000. Tu vois? Ouais, ça, c'est vachement important. Parce que je dis ça parce que le Rwanda, il y a 10 ans, n'avait pas accès au marché financier. Et comme tu le sais, comme on l'a écrit nous-mêmes là-dessus, toi et moi, il y a toute une série de pays pauvres, comme le Rwanda, qui, dans la folie de l'injection des liquidités par les banques centrales du Nord à partir de l'après 2008-2009, ont pu vendre des titres de leurs dettes parce qu'il y avait plein de pognon dans le monde et plein de fonds d'investissement et autres désireux d'acheter des titres, y compris de pays très pauvres, ce qui n'avait jamais eu lieu. Et donc, c'est ça qui va commencer à gêner toute une série de pays pauvres qui avaient l'impression que puisqu'ils avaient accès au marché financier, tout allait bien pour eux. Maintenant, ils vont avoir des problèmes avec la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Et de voir que pour le Rwanda, c'est pas un petit détail, c'est important. C'est pas un petit montant. Non, puis là, en décembre, ah oui, non, c'est le total. Juste que je bouge ma tête. Oui, non, c'est en novembre, ils auront 13 millions encore. C'est ça, donc il y a deux coupons, quoi. Un en mai et un en novembre. On paye 2 fois les intérêts sur l'année, si je vois bien. Sauf si au début de l'année. Ah oui, non, il y a. Ouais, mais ça, c'est 2021. Donc ah oui, d'accord. Non, tu as raison. 2 fois, donc. OK. Tu as bien raison. D'accord. Bondholders. Voilà, voilà.